Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. De temps en temps, des archéologues et parfois des archéologues amateurs font des découvertes remarquables. Parfois, la découverte est si surprenante qu'ils sont incapables d'expliquer ce qu'ils ont trouvé, comment ils ont vu le jour ou quelle était l'utilité de ces objets. Voici 7 découvertes archéologiques mystérieuses que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 7, les pierres Dropa. En 1938, une expédition archéologique dirigée par un certain docteur Chiputei dans les montagnes chinoises aurait fait une découverte surprenante dans des grottes qui étaient apparemment occupées par une civilisation ancienne. Des centaines de disques en pierre seraient enfouis dans la poussière. Mesurant environ 22 cm de diamètre, chacun avait un cercle coupé au centre et était gravé avec une rainure en spirale, ce qui le faisait ressembler à un disque de phonographe vieux de 10 000 ans. Il s'avère que la rainure en spirale est en fait composée de minuscules hiéroglyphes qui raconteraient l'incroyable histoire de vaisseaux spatiaux d'un monde lointain qui se sont écrasés dans les montagnes. Les navires auraient été pilotés par des gens qui s'appelaient eux-mêmes les Dropa et les restes de leurs descendants peut-être ont été trouvés dans cette grotte. Il n'y a aujourd'hui aucune preuve et aucune trace des pierres Dropa. Numéro 6, l'Atlas céleste de Dunhuang. Au début du XXe siècle, une grotte secrète, maintenant connue sous le nom de la cave de la bibliothèque, a été découverte dans le complexe bouddhiste de Mogao, juste à l'extérieur de la ville de Dunhuang, dans le nord-ouest de la Chine. Cette grotte avait été scellée pendant 1000 ans et contenait environ 4000 manuscrits, peintures et documents imprimés sur soie et papier. Parmi eux, un manuscrit contenant le plus ancien atlas d'étoiles manuscrit connu à ce jour de toute la civilisation, datant environ de l'an 700. Il montre une représentation complète du ciel chinois selon 13 sections avec plus de 1300 étoiles nommées et présentées avec précision. Le tableau contient beaucoup d'informations qui se sont révélées très utiles pour les astronomes modernes. L'importance de la carte réside à la fois dans sa précision et sa qualité graphique. La carte comprend à la fois des étoiles brillantes et faibles, visibles à l'œil nu depuis le centre de la Chine du Nord, et probablement été utilisée comme matériel de référence. Ses origines et son utilisation restent cependant inconnues. Numéro 5, la table d'offrande de Devji. Cette table est particulièrement rare, la majorité des tables d'offrande étant rectangulaires. Parfois, la table prend la forme d'un hiéroglyphe pour offrir Etep en égyptien, d'un tapis de roseau avec une miche de pain dessus. Cette table d'offrande ronde de Devji est extrêmement détaillée. Devji était un fonctionnaire possédant des titres éminents comme connaissance du roi, hautement vénéré par le grand dieu, ami unique, grand des 10 de la Haute-Égypte, etc. La table d'offrande est en albâtre blanc et mesure 13 cm d'épaisseur. Le signe Etep a été placé en relief horizontalement à travers le milieu. Au-dessus du panneau, il y a 2 plats et au-dessus des 2 petits vases et une cruche. Dans un bol, la surface entière est divisée en petits compartiments dont chacun porte le nom d'un plat, d'une boisson ou d'un agent purifiant. Il y a plus de 90 produits au total dans le panneau supérieur. 7 petites cavités peu profondes ont été faites, chacune destinée à contenir une huile spéciale et consacrée. Avec ces 7 huiles différentes, la statue de culte du défunt a été ointe. Il porte un nom précis, de gauche à droite. Il s'agit de pommade festive, d'huile de louange, de baume, d'huile de Nekem, de l'huile de Tuat, de l'huile de cèdre de première qualité et de l'huile de Libye de première qualité. À la droite de chaque petite tasse, il est clairement indiqué à nouveau à qui elle est destinée. Numéro 4, les peintures de Tassili. La cité de Séphar est la plus grande cité troglodyte au monde, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982, le plus grand musée à ciel ouvert au monde abritant
des centaines de milliers de gravures, dessins et peintures rupestres, parmi lesquels les fameux grands dieux et martiens d'un style pictoral très particulier qui compte parmi les plus anciennes peintures et les plus énigmatiques au monde. La datation de ces figures étonnantes est d'au moins 12 000 ans avant notre ère. L'art rupestre de la première moitié du néolithique dans le Tassili en Algérie offre la vision d'un monde quasi extraterrestre, peuplé de personnages étranges évoquant des cosmonautes casqués. Il n'y a ni troupeau ni scène de chasse dans les peintures de ce moment. Les têtes humaines sont systématiquement rondes, simples, ornées de motifs géométriques, peintes à l'ocre rouge rehaussé de blanc, de bleu-gris et de jaune. Une scène rupestre célèbre du site de Séphar est nommée par le découvreur le dieu martien rebaptisé par les spécialistes grand dieu à Oran de Séphar. Il en existe plein d'autres. Il nourrit encore l'imaginaire de certains, notamment les ufologues, qui voient là la preuve que l'homme vient de galaxies lointaines. Numéro 3, les outils de Lilliputien. Les outils de Lilliputien est le surnom donné à de mini-outils de silex taillés découverts par centaines à la fin du 19e siècle dans la lande des Pennines à l'est du Lancashire. Perçoirs, racloirs et autres couteaux en forme de croissant furent extraits de la tourbe. Leurs dimensions sont comprises entre 5 et 12 mm et ils sont taillés par de micro-éléments dans du silex. Aucun manche de bois n'est associé à ces petits outils. Les archéologues de l'époque proposèrent à titre d'hypothèse de les interpréter comme des outils rituels. En Angleterre, d'autres mini-outils furent également retrouvés dans une forêt inondée du Devon et dans la bande sablonneuse du Suffolk. En Inde, de petits couteaux en forme de croissant, de silex et d'agate furent découverts dans des grottes des monts Vindhya. Mais aujourd'hui, personne ne sait exactement l'utilité ou l'origine de ces outils. Numéro 2, le rocher de Dicton. Le rocher de Dicton est un bloc erratique de pierre d'une quarantaine de tonnes qui se trouvait à l'origine dans le lit du fleuve Totoon à Berkeley, dans le comté de Bristol, aux États-Unis. Il est célèbre pour ses mystérieuses inscriptions qui ont donné lieu à plusieurs hypothèses sur la découverte de l'Amérique du Nord. Le rocher a été vraisemblablement déposé dans le lit du fleuve durant la dernière glaciation, il y a environ 13 000 ans. Il a la forme d'un bloc à deux faces d'environ 1,50 m de haut, 2,90 m de large et 3,40 m de long. Il est formé de grès cristallin, gris-brun, une texture moyenne à grossière. La surface comportant les inscriptions mesure environ 3 mètres par 1,20 m et elle est trapézoïdale et est inclue à 70 degrés vers le nord-ouest. Pendant les 3 derniers siècles, plusieurs hypothèses ont été formulées quant à l'origine de ces inscriptions. Ces origines peuvent être amérindiennes, phéniciennes, vikings, portugaise ou même chinoise. L'hypothèse amérindienne est cependant la plus vraisemblable, tous les artefacts archéologiques retrouvés à proximité du rocher étant d'origine amérindienne. Numéro 1, la jarre trouée. Un ancien récipient en argile reconstitué à partir de pièces découvertes dans un musée canadien est criblé de petits trous, laissant les archéologues perplexes quant à son utilisation. Le pot, d'une hauteur de seulement 40 cm et datant d'environ 1800 ans, a été retrouvé brisé en 180 pièces méconnaissables dans une salle d'entreposage du musée d'archéologie de l'Ontario. Mais même après sa restauration, les scientifiques ont été confrontés à un mystère. Jusqu'à présent, personne n'a pu identifier un autre artefact comme celui-ci du monde romain. Selon une théorie, le pot était utilisé pour stocker des loirs. Les textes anciens suggèrent en effet qu'ils étaient un casse-croûte populaire chez les Romains. Le problème avec cette théorie est que les pots à loirs ailleurs dans le monde romain ont un aspect totalement différent de ce pot à trous. Les boîtes à rongeurs étaient en effet équipées d'une rampe qu'ils pouvaient escalader. Une autre théorie est que le pot a pu contenir des serpents suffisamment gros pour ne pas pouvoir se glisser à travers les trous, les serpents étant un symbole religieux populaire à travers le monde antique. Mais à ce jour, il n'y a aucune théorie qui prouve cette assertion. Voilà, c'est fini pour cette liste. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt.